On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sébastien Louezel, qui est directeur de recherche à Rennes. Et je n'ai pas en tête le titre précis de ton exposé, mais je sais qu'il va être question d'espace de Banach anisotrope pour des flots sur des variétés non compactes. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Première chose, n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions. Si je vais trop vite et que je vous perds, ça ne sert vraiment à rien. Donc le but du jeu, c'est de parler un petit peu de spectre. Le spectre, ça existe dans plein de contextes, vous en avez entendu plusieurs dans ce cours. Peut-être que le plus simple pour se mettre d'accord sur de quoi on parle, c'est de commencer avec une matrice. Si j'ai A qui est une matrice M fois N, et que, supposons que j'ai envie d'itérer cette matrice et de comprendre à quoi ressemblent les coefficients de la matrice itérée N fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre A puissance N, et puis pour calculer son coefficient, je vais l'appliquer à un certain vecteur de l'espace que je vais appeler xi, et puis je vais prendre une forme linéaire. Pensez que xi, le ième vecteur de base, L, le jème vecteur de l'espace dual, et là je suis en train vraiment de regarder le coefficient A puissance N ij. Et cette chose-là, quand on a une matrice n fois n, ça s'écrit exactement parce qu'on sait développer les puissances de A. On a une forme de Jordan, et donc on sait que ce qui va apparaître, ça va être des puissances des valeurs propres, et puis peut-être des polynômes s'il y a des blocs de Jordan. Donc on va toujours pouvoir écrire cette chose-là comme une somme finie. La somme pour i qui va de 1 à k, i ça va être le nombre de valeurs propres. Je vais avoir lambda i à la puissance k. Et puis, si j'ai des blocs de Jordan, je vais avoir une somme pour J qui va de 0 à ni-1, où ni, c'est la profondeur du bloc de Jordan associé à leur propre lambda i. Donc à ce moment-là, je vais peut-être avoir un terme n puissance j. Et puis après, je vais avoir quelque chose, un coefficient qui va dépendre a priori du vecteur et de la forme linéaire que je suis en train de regarder. Donc c'est ij de L et de xi. Quand vous voyez là une formule comme ça, il y a deux interprétations, il y a deux manières de la regarder, suivant que vous êtes plutôt quelqu'un de spectral ou quelqu'un qui fait de la dynamique et qui veut itérer la matrice. Si vous aimez bien... Il y a un k qui doit être un n, I égale 1 à k de lambda i puissance n, tu as tout à fait raison. Non, merci. Il y a le n, c'est pas la taille de la matrice. D. Et merci. c'est somme pour égal à d, alors c'est ça? Non, parce qu'il y a peut-être moins de valeurs propres que D. C'est bon. K, c'est le nombre de valeurs propres distinctes. K, c'est le nombre de valeurs propres. Les valeurs propres, c'est un ensemble à K éléments. Et chaque valeur propre a une profondeur de bloc de Jordan Ni associée. Ni, ce n'est pas la multiplicité, parce que si j'ai une valeur propre de grande multiplicité, mais qui n'a pas de bloc de Jordan, si la valeur propre est semi-simple, le Ni associé, il sera juste égal à 1. Donc si vous aimez bien itérer des matrices et regarder la taille de la matrice, vous aimez bien cette formule, parce que ça vous donne des informations sur les coefficients de la matrice itérée. Inversement, si vous êtes plutôt quelqu'un de spectral, si vous aimez bien étudier les valeurs propres, ce qui vous intéresse, c'est les lambda i, et cette formule vous dit qu'en regardant l'itération de la matrice, vous allez réussir à dire des choses sur le spectre. Donc ça peut vraiment aller dans les deux directions, suivant votre état de pensée, ce qui vous intéresse le plus. Personnellement, je fais des systèmes dynamiques, et donc ce qui va m'intéresser, c'est vraiment étudier des objets qui vont ressembler à des itérations de matrice, mais dans des contextes un petit peu plus compliqués. Et donc la définition qui motive ce que je veux raconter, c'est la chose suivante. Je vais regarder T, une transformation sur un espace M, qui pourrait être compact, mais qui dans cet exposé ne va pas toujours être compact. Et je vais supposer que T préserve une mesure de probabilité mu. Et à ce moment-là, j'ai envie de comprendre ce qui se passe quand j'itère la transformation T du point de vue de la mesure mu. Donc j'ai envie de comprendre, entre guillemets, les coefficients de T puissance n. Sauf que les coefficients de T puissance n, ça n'a pas vraiment de sens. Si je veux avoir des coefficients, il va falloir que j'intègre. Donc je voudrais étudier l'intégrale de U fois V rond T puissance n. Ça, pour moi, c'est l'analogue
du coefficient IJ de la matrice au temps n. Et cette chose-là, j'aimerais bien pouvoir avoir un développement qui ressemble à quelque chose de sympathique comme ça. Et donc, je vais dire que T a des résonances de Ruel. Donc, pour la mesure mu, jusqu'à une précision epsilon, si il existe un ensemble fini qui va être inclus dans les nombres complexes de modules compris entre epsilon et 1. Et si il existe des multiplicités associées, comme au-dessus, telles que dès que je prends deux fonctions U et V, qui vont être C infini à support compact, donc comme je vous disais, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le coefficient de la matrice, donc l'intégrale de U fois V en T puissance n d mu. Et je voudrais que cette chose-là ait une asymptotique de cette forme-là. Ben, je vais écrire exactement la même chose. Je voudrais que ça soit la somme pour I qui va de 1 à K, et la somme pour J plus petit que Ni moins 1, de lambda I puissance N fois N puissance J, fois un certain coefficient Cij, qui a priori dépend des deux fonctions U et V que je suis en train de regarder. Donc là, encore une fois, mon but, c'est vraiment de faire des probas. Alors, pardon, il manque un terme. Maintenant, je suis sur un espace de dimension infinie. Il n'y a aucun espoir de décrire des choses par une formule exacte comme ça. Et donc, je vais autoriser un terme d'erreur. Et le terme d'erreur que je vais autoriser, il sera donné par le epsilon que je me suis fixé avant, plus un petit taux de epsilon à la puissance n. D'accord ? Donc encore une fois, moi, je suis vraiment en train de faire des probas. Ce qui m'intéresse, c'est cette chose-là. C'est quelque chose qui s'observe physiquement. J'aimerais bien que cette chose qui s'observe physiquement ait une description beaucoup plus simple, comme une somme finie d'exponentielles, un terme exponentiellement petit, et puis parfois il y a des polynômes, parce qu'ils apparaissent même dans le monde des matrices. Une remarque, c'est que le monde auquel je m'intéresse, c'est des systèmes dynamiques qui vont avoir tendance à être chaotiques, qui vont beaucoup mélanger les choses. Et donc, si T est mélangeante, c'est la définition de mélange. Mélangeante, ça veut dire que l'intégrale de U fois V rond T puissance n tend vers l'intégrale de U fois V fois l'intégrale de V. Autrement dit, l'itération de T ajoute de l'indépendance au système. Si on était vraiment indépendant au temps n, l'espérance du produit, ça serait le produit des espérances. Cette condition, elle dit qu'on devient de plus en plus indépendant quand on itère. Et c'est une propriété qui est satisfaite par une énorme classe de systèmes dynamiques. Dès qu'on est un peu chaotique, cette chose-là va être vraie. Donc si T est mélangeante, à ce moment-là, dans les résonances de Ruel, s'il y a des résonances de Ruel, ce qu'on voit ici doit apparaître comme un des termes de la somme. Et donc, l'un des lambda I doit être égaux à 1, avec la profondeur du bloc de Jordan correspondante qui sera aussi égale à 1. Il n'y a pas de bloc de Jordan. Et tous les autres lambda J sont strictement plus petits que 1, parce que s'ils n'étaient pas strictement plus petits que 1, on n'aurait pas la convergence comme ça. Et donc, en particulier, dès qu'on est mélangeant, si on a des résonances de Ruel, en regardant le module maximal de la valeur propre suivante, ça va nous dire que l'intégrale de U fois V rond T puissance n, c'est l'intégrale de U fois l'intégrale de V, plus quelque chose d'exponentiellement petit.
Donc avoir des résonances de Ruel, c'est beaucoup plus fort que demander du mélange. Il y a plein de systèmes qui sont mélangeants, mais qui ne mélangent pas exponentiellement vite. Ce que tu dis, c'est si elle est mélangeante et qu'elle admet des résonances Si de tu es Ruel. mélangeante et qu'elle admet des résonances de Ruel, alors une résonance de Ruel c'est 1, les autres sont de modulus strictement plus petits que 1, et donc ça mélange exponentiellement vite. Une autre remarque que je voulais faire, c'est que ici, j'ai demandé que cette condition soit vraie pour toute fonction u et v dans C infini. Vous allez me dire pourquoi je n'ai pas pris un espace plus raisonnable comme L2. Il se trouve que sur L2, ce genre de développement n'est jamais vrai. On peut toujours trouver des fonctions L2 pour lesquelles le mélange là-bas est arbitrairement lent. C'est un petit exercice qui n'est pas très compliqué. Donc si on veut avoir des choses fortes comme ça, on est forcé de s'intéresser à la régularité du système et on est forcé de demander des choses un petit peu fortes sur les fonctions. Si vous pensez à l'exposé de Nalini tout à l'heure, elle avait besoin de regarder, elle parlait d'espace de Sobolev HS ou H-S, et S avait besoin d'être grand pour que les choses se passent bien. L'espace de Sobolev avec une grande régularité, on se rapproche de plus en plus de c'est infini. Alors pourquoi j'ai voulu l'exprimer comme ça ? Parce que dans cette écriture, il n'y a rien de spectral. Je vous ai dit, moi, dans cette formule, je pars de là, je l'interprète comme ça, mais je ne suis pas quelqu'un de spectral. Et donc là, je ne vous ai pas parlé de spectre, je ne vous ai pas parlé d'opérateur. Et ça fait que c'est aussi une formulation intrinsèque. Pour toutes les paires de fonctions qui sont lisses, est-ce qu'on a un développement asymptotique comme ça ? Si c'est le cas, ça va identifier uniquement les lambda i et puis leur multiplicité, mais c'est une formulation qui évite soigneusement de parler d'opérateurs, d'espaces de Banach, de spectres et tout. Et il y a une raison pour ça, c'est que en général, quand on essaye de démontrer ce genre de choses, on va toujours utiliser des opérateurs, spectres d'opérateurs, mais les espaces sur lesquels on va travailler sont typiquement pas canoniques du tout. On va faire des choix, on va faire de la cuisine, il y aura des milliards de choix possibles. Et donc c'est pas totalement évident a priori que si on parle d'objets spectraux, c'est pas évident qu'ils soient intrinsèques. Il se trouve que la plupart du temps ils vont l'être, mais avec une formulation comme ça, on évite complètement cette difficulté. La formulation ici est intrinsèque. Alors, comment est-ce qu'on démontre ce genre de choses dans des cas concrets ? On le fait toujours de la même manière. Donc, supposons que on vous donne ou on me donne un système T. Voilà, on me donne T mu et on me dit essaye de démontrer que T a des résonances de Ruel en ce sens-là jusqu'à une certaine précision epsilon. Le réflexe à avoir, c'est de dire ok, les lambda i, je ne vais jamais pouvoir les exhiber, je ne vais jamais pouvoir les calculer, donc ma seule chance, c'est de trouver une interprétation spectrale, c'est de construire un opérateur, c'est de démontrer qu'il a du spectre discret dans une certaine zone, et ensuite de revenir à cette formulation concrète. Donc, on va construire, on va essayer de construire. Quand on arrive à démontrer ça, on va toujours réussir à faire comme ça. On va construire un espace de Banach B, qui peut être un espace de Banach de fonctions, de distribution, de mesures, de trucs bizarres. C'est pas très important, juste. Un espace de Banach qui est bien adapté au problème. Et puis un certain opérateur. L'espace de Banach B, l'opérateur L. Typiquement, le choix le plus naïf, ça serait de prendre B, un espace de fonction, et puis L, l'opérateur de composition par T. Donc on va trouver un espace de Banach comme ça, un opérateur L, tel que l'itération de L sur B permet de retrouver l'intégrale de U fois V rond de puissance n. Donc, tel que, si vous me donnez UV des fonctions C infinies à support compact, eh ben, je vais réussir à exprimer leur corrélation. Je vais trouver un vecteur xi dans mon espace. Je vais trouver une forme linéaire BL dans le duel de l'espace, tel que le truc qui m'intéresse vraiment, le truc concret, l'intégrale de U fois V rond T puissance n, d mu, eh ben, je vais le lire comme l'itération de l'opérateur L sur le vecteur xi.
Donc la forme linéaire petite l appliquée à L puissance n xi. D'accord? Pensez B les espaces de fonction C1 sur la variété, L la composition par T, et à ce moment-là xi ça serait juste V, et U ça serait et L ça serait l'intégration contre la fonction U. Donc une fois qu'on a fait ça, si on réussit à montrer que L a un spectre discret en dehors du disque de rayon epsilon, ça nous dira que cette chose-là, ça s'exprime comme la somme des valeurs propres à la puissance n, où je regarde juste les valeurs propres de modules plus grands que epsilon, et j'aurai gagné. Donc la question c'est, comment est-ce qu'on étudie le spectre d'un opérateur comme ça? Ça se montre pas. Hein. Je vais repartir à gauche. Donc étudier le spectre d'un opérateur, il y a plein de manières de faire, mais là le but du jeu c'est de voir que le spectre il est discret en dehors d'un petit disque. Donc typiquement, on a envie d'écrire notre opérateur comme un opérateur de norme ou de rayon spectrale plus petite que epsilon, et puis une perturbation compacte. Parce que les perturbations compactes ne peuvent que rajouter du spectre discret à l'extérieur du disque de rayon epsilon. Et donc, en dynamique, une manière de faire ça qui marche souvent très bien, c'est de voir que la norme de L puissance n appliquée à n'importe quel vecteur, disons V, ça serait plus petit que sigma puissance n fois la norme de V plus une constante fois la norme de V prime. Donc, la deuxième étape, c'est on construit une deuxième norme. Tout à l'heure, j'utilisais la norme C1. Pour la norme prime, pensez à la norme C0. Et sigma plus petit que 1, tel que on a une égalité comme ça. Quand on a une égalité comme ça, pour tous les itérés, déjà, ça vous dit que les itérés de votre opérateur sont bornés, et puis qu'il y a une partie qui ressemble à une partie de petit spectre, de rayon spectral plus petit que sigma, et puis le reste, on ne sait pas trop. Pour l'instant, de ça, vous ne pouvez pas déduire grand-chose. Vous pourrez en déduire quelque chose si, en plus, vous avez des informations sur le rapport entre les deux normes, et en particulier si cette chose-là correspond à une partie compacte. Donc, la troisième chose, c'est que vous vous assurez que on s'assure que l'inclusion de l'espace avec cette norme-là pour l'espace avec l'autre norme est une inclusion compacte. Si vous savez faire ça, moralement, qu'est-ce que ça vous dit quand vous regardez cette inégalité? Ça vous dit que ça, c'est une partie compacte, donc ça devrait juste mettre du spectre discret. Et la partie ici, c'est une partie de petit rayon spectral, plus petit que sigma. Et donc si cette heuristique est vraie, ça devrait vous dire que le spectre de L, sur B, il est discret en dehors du disque de rayon sigma. Alors, ce que je vous ai dit, c'est juste une heuristique, parce que dans l'inégalité ici, les deux parties ne sont pas proprement séparées. Je n'ai pas écrit L comme somme d'un opérateur de petite norme et d'un opérateur compact. Tout est un peu mélangé dans cette formule, mais il se trouve que l'implication ici est vraie. C'est un théorème de Hénion, donc on peut faire comme si cette chose-là, ça vous donnait une bonne décomposition de votre opérateur comme somme de deux morceaux. Donc ça, c'est vrai. Et donc une fois que vous avez fait ça, si le sigma est assez petit, si le sigma est plus petit que le epsilon qui était la précision cible que vous aviez pour vos résonances de Ruel, eh ben, vous avez fini. Donc voilà une esquisse de stratégie qui évidemment va dépendre du système que vous regardez. À chaque fois, il va s'agir de construire le bon espace et le bon opérateur où vous pourrez avoir des inégalités comme ça, qui s'appellent des inégalités de Dublin-Fortel-Lassota-York. Et il faut aussi avoir de la compacité.
il y a quelque chose d'assez amusant, c'est que très souvent, c'est assez facile d'avoir des inégalités comme ça, mais en perdant la compacité, ou c'est assez facile d'avoir la compacité, mais en perdant l'inégalité comme ça, et ce qui est dur, c'est d'avoir les deux en même temps. Donc voilà la stratégie. Un exemple de système où cette stratégie se met parfaitement bien en place, c'est si vous prenez un système qui dilate uniformément. En tout point, vous avez une variété riemannienne, et en tout point, la différentielle de t va multiplier la longueur des vecteurs au moins par 2. Si t dilate d'un facteur alpha strictement plus grand que 1, à ce moment-là, vous prenez B, l'espace des fonctions ck, vous prenez L, alors, non pas l'opérateur de composition par T, parce que lui, il rend les choses de plus en plus méchantes. Par contre, si vous prenez son adjoint, qui s'appelle l'opérateur de transfert, il rend les choses de plus en plus gentilles. Donc, on va prendre L, l'adjoint de l'opérateur de composition par T, qui ne pose pas de problème pour la stratégie que je vous ai faite tout à l'heure. Et à ce moment-là, on voit et il faut aussi que je vous dise que va être la norme un petit peu plus faible. La norme prime, ça va être la norme ck-1. Alors là, on a bien compacité de l'inclusion de ck dans ck-1, parce qu'on demande moins de régularité, c'est juste le théorème d'Ascoli-Arzela. Donc l'inclusion compacte, c'est bon. Et qu'est-ce qui se passe quand on itère ? Et bien, comme dans mes termes d'erreur, je peux mettre tout ce qui concerne les k-1 première dérivée ici, le terme intéressant qui va se passer, c'est juste au niveau de la k-ième dérivée. Et quand je regarde la k-ième dérivée de la composition, et ben, comme j'ai k dérivée, j'ai alpha à la puissance k qui va sortir. Un petit calcul à faire qui n'est pas très, très compliqué, sauf qu'en fait, comme j'ai pris l'adjoint, ce n'est pas alpha puissance k qui va sortir, c'est alpha puissance moins k. Et donc, 3, la compacité c'est bon, et 2, l'inégalité de Dublin-Fortel, la Sotomayor est vraie pour ce sigma, le gain, qui va être égal à alpha puissance moins k. Et donc ça nous donne des résonances de Ruel entre alpha puissance moins k et 1, et plus k est grand, et plus on obtient un disque de petits rayons, donc plus on obtient quelque chose de précis. Et en particulier, quand on fait tendre k vers l'infini, on peut avoir notre epsilon arbitrairement petit. Donc on a des résonances de Ruel avec une description aussi précise qu'on veut. Et c'est là qu'on voit que c'était important que dans ma définition, j'ai pris des fonctions C infinies, parce qu'on voit que si on veut aller plus en plus profondément dans le spectre, et ben là, on est forcé de prendre des fonctions de plus en plus régulières. Alors, un autre exemple, c'est la fonction tente. La fonction tente sur l'intervalle 0,1, c'est une fonction comme ça. Elle a une pente strictement plus grande que 1. Oui. Dans le premier exemple, tu avais en tête quelque chose sur un intervalle ou... Non, sur quelque chose de lisse, sur une variété riemannienne compacte. Et donc la définition de dilaté, ça veut dire... En tout point, la différentielle va augmenter la norme de chaque vecteur d'un facteur au moins alpha. Effectivement, il faut une métrique riemannienne pour pouvoir dire ce genre de choses. Et en faisant ça, comme j'étais sur une variété sans bords, j'évitais soigneusement de parler des bords qui parfois posent un petit peu de problème dans ces analyses. Justement, sur cet exemple-là, j'ai deux branches qui sont de pente strictement plus grandes que 1, donc on se dit que les choses vont bien se passer, mais j'ai un point ici, là, où la dérivée n'est pas continue. Et donc, je vais pouvoir jouer à ce jeu, mais pas en régularité arbitrairement grande. Je peux aller jusqu'à k égale 1 moins epsilon, ou je vais peut-être pouvoir utiliser pour B des fonctions à variation bornée ou des choses comme ça. Et donc, si la pente c'est alpha, on va avoir des résonances de Ruel avec précision
alpha moins 1. En prenant B, l'espace des fonctions C1 moins un tout petit quelque chose. Et par contre, en général, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller aussi précisément qu'on veut. Il y a des contre-exemples pour certaines valeurs spécifiques de la pente où on est coincé, où il y a une vraie limite. Et ça vient vraiment de la singularité qui est juste en un point, mais ce point suffit à ruiner le comportement statistique du système sur le long terme, au moins si on veut une très très grande précision. Donc ça, c'était pour les difféos. Aujourd'hui, je vais vous parler de flots géodésiques. Donc il faut juste que je vous dise ce que c'est que les résonances de Ruel pour un flot. Et bah, essentiellement, c'est pareil. Donc voilà la fausse définition. Je vais avoir GT, qui va être un flot lisse sur une variété, et qui préserve une mesure de proba mu. Et je vais dire qu'il a des résonances de Ruel. Jusqu'à une précision. Tout à l'heure c'était epsilon, là je vais l'appeler moins grand A. Si donc il existe des valeurs propres. Et ces valeurs propres, elles vont être de partie réelle plus grande que moins A. Et puis il y aura aussi des multiplicités, telles que dès que je me prends deux fonctions U et V c'est infini, à support compact, et ben je peux écrire l'intégrale de U fois V rond GT par rapport à mu, comme la somme des... Alors, l'analogue dans ce contexte-là des lambda I puissance n, les valeurs propres ici, c'est les logs moralement des précédentes. Là, j'ai un groupe à un paramètre. Et donc, ça serait exponentiel de t lambda I fois le bloc de Jordan t à la puissance j fois un certain coefficient CIJ qui dépend de mes fonctions U et V. Et donc, ça, c'est pour toutes les valeurs propres I, et puis pour tous les J plus petits que NI-1. Donc c'est ça qu'on a envie d'écrire. Cette définition a une difficulté par rapport à celle que j'ai faite tout à l'heure, c'est que tout à l'heure, j'avais le 10 de rayon epsilon, que j'excluais, et je regardais les valeurs propres qui étaient dans l'anneau entre epsilon et 1. Je les appelle les lambda I. Et maintenant, dans le contexte flow, moralement, j'ai pris un log. Et donc maintenant, je suis dans le plan complexe. Et là, j'ai moins A. Et puis, je regarde des lambda I qui sont dans la bande ici. Parce que quand je prends les exponentielles de t fois ces choses-là, ça me donne plus un petit taux de l'exponentielle de moins AT. Parce que quand je prends un lambda I dans cette bande-là, l'exponentielle associée est bien plus grande que l'exponentielle de moins AT. Donc si je me fixe une précision comme ça, une précision exponentielle comme ça, et ben, tous les lambda I qui sont dans cette bande devraient intervenir. Et alors là, il y a la différence, c'est que ici l'anneau il est compact, donc forcément le spectre discret, il y avait un nombre fini de valeurs propres, donc c'est une somme finie et il n'y avait pas de gag. Maintenant, ici, la bande n'est plus compacte et je pourrais avoir une infinité de valeurs propres qui s'accumulent en partie imaginaire vers plus l'infini ou moins l'infini, ce qui fait que l'ensemble lambda ici n'a plus de raison d'être fini. Et c'est pour ça que j'ai mis des pointillés que je ne me suis pas arrêté à K. Et donc la somme ici n'a plus de raison d'être finie, et en particulier, en général, la somme n'a plus de raison d'être convergente. Donc c'est pour ça que j'ai mis fausse définition, il ne faut pas le définir comme ça. La bonne manière de le définir, c'est plutôt de demander que vous allez regarder la transformée de Laplace de cette chose-là. Vous allez regarder l'intégrale de 0 à l'infini de l'exponentielle de moins zt
fois l'intégrale de u fois v rond gt de mu. Cette chose-là, c'est bien convergent quand la partie réelle de z est strictement positive. Vous allez demander que cette chose-là, vous allez demander que ça s'étende méromorphiquement à la bande partie réelle plus grand que moins a, avec éventuellement des pôles en les lambda i, avec des pôles en les lambda i d'ordre O plus n. Dans le cas du temps discret, il y a une définition analogue, vous prenez la série génératrice, vous demandez à avoir une extension méromorphe, et c'est équivalent d'avoir les deux formulations avec une asymptotique avec une pression exponentielle ou l'extension méromorphe à l'intérieur du disque. Dans le contexte flow, il n'y a plus équivalence entre les deux à cause de ces problèmes de convergence de série, et donc la définition qui marche formellement, c'est celle-là. Mais l'intuition que je veux que vous gardiez en tête, c'est celle-là. On est en train de se demander à quoi ressemble l'asymptotique des corrélations. Est-ce qu'on peut l'écrire assez précisément avec certaines exponentielles qui apparaissent? Et si oui, les exponentielles qui apparaissent, on va les appeler les résonances de Ruel du système. Si vous prenez un flow dilatant, donc forcément un semi-flow, vous allez pouvoir jouer au même jeu que tout à l'heure, en faisant un petit peu plus attention dans la direction du flow, et voir qu'il y a des résonances de Ruel sur tout le plan complexe. Cette fonction s'étend méromorphiquement à tout le plan complexe. Maintenant, si au lieu d'avoir des systèmes dilatants, vous avez des systèmes hyperboliques avec une direction dilatante et une direction contractante, on va encore pouvoir jouer au même jeu, à la fois dans le cas des diphéos et dans le cas des flows, et montrer qu'il y a des résonances de Ruel, soit avec une précision epsilon arbitraire ici, soit avec une précision moins a arbitraire dans le cas des flows. Techniquement, c'est nettement plus difficile parce que les espaces de Banach qu'il faut introduire sont plus compliqués à définir. C'est moralement des objets qui seront lisses dans une direction et dual de lisse dans l'autre direction, sauf que le concept de direction n'est pas très bien défini parce qu'on a des feuilletages stables et instables qui dépendent juste de manière Hölder du point. C'est technique, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, c'est quelque chose que je peux ignorer sereinement pour l'exposé d'aujourd'hui, donc je vous invite à l'ignorer aussi. Mon but, c'est de démontrer que certaines classes de systèmes, certaines classes de flow, sur des variétés non compactes, ont des résonances de Ruel jusqu'à une certaine précision. Et la précision à laquelle on va pouvoir arriver va dépendre du système qu'on regarde et va avoir une interprétation géométrique assez claire. Ici, je vous ai dit, il y a une singularité, et cette singularité nous empêche de dépasser une certaine précision pour les résonances de Ruel. Dans les systèmes qui vont m'intéresser, il faut se dire qu'il y aura une singularité qui sera l'infini. Les trajectoires qui passeront trop de temps près de l'infini, elles seront essentiellement incontrôlables. Et donc s'il y a beaucoup de trajectoires comme ça, c'est comme une singularité qui va nous empêcher de dépasser une certaine précision. Et donc la précision qu'on va réussir à atteindre va être mesurée par le taux de croissance des trajectoires qui passent beaucoup de temps près de l'infini. Ça, c'est grossièrement l'idée que j'ai envie de faire passer. Et maintenant, pour être un petit peu plus précis, je vais vous parler un petit peu de flow géodésique et de complexité des flows géodésiques, à la fois à l'intérieur d'un compact et à la fois près de l'infini. Si vous voulez, là, je viens de finir la partie 1. Juste une petite question. Si jamais à un moment on a réussi à faire l'extension méromorphe là, de la transformée de la place et qu'on a vu qu'un nombre fini de pôles, ça suffit quand même pas à savoir qu'il y a un développement asymptotique, parce qu'il faudrait aussi savoir des bornes sur la transformée de la place. C'est exactement ça. Si tu as juste... supposons même que tu as une bande et que tu saches que dans la bande, il n'y a aucune valeur propre, ça n'implique pas que cette chose-là est exponentiellement petite, parce que si tu veux faire une transformée de la place inverse, disons, il faut en plus un contrôle de ce qui se passe pour les parties imaginaires très grandes et très petites. Il se trouve qu'en pratique, toutes les techniques qu'on a
qui permettent de montrer l'absence de valeur propre dans une borne, donnent aussi des estimés quantitatifs sur la transformée de Laplace là et là. Et donc, je ne connais aucun exemple où on sait montrer qu'il n'y a pas de valeur propre et où on ne sait pas montrer la décroissance exponentielle. Mais d'un point de vue abstrait, c'est vrai qu'il n'y a pas équivalence entre les deux questions. Juste petit commentaire pour ceux qui ont suivi le cours. Nous, on a fait le calcul pour des flots géodésiques sur des surfaces compactes hyperboliques, mais en passant par la théorie des représentations. Ouais. Et là, on a réussi à faire le développement jusqu'à n'importe quelle précision, même si la série était infinie, mais parce que tout était explicite, quoi. On n'a pas été bloqué par ce problème qu'il y a une infinité de... Tout à fait, parce qu'on a un bon contrôle sur le nombre de valeurs propres et on peut tout écrire. Souvent, si on a, disons, des flots analytiques, ça a tendance à se passer de la même manière. Sur des flots analytiques, souvent, on peut voir qu'il n'y a pas trop de valeurs propres et que les coefficients qui apparaissent ne sont pas trop grands et donc que les sommes sont convergentes. Dans un cadre C infini général, c'est probablement faux. Tu connais d'autres exemples où on sait qu'on peut passer la première... Souvent, il y a une première abscisse où on voit apparaître d'un seul coup une infinité de valeurs propres et on sait dépasser ça. Oui, je crois que dans les travaux de Faure et de Tsuji, ils ont des estimés sur à la fois sur le nombre de valeurs propres et sur la tête des coefficients distributionnels ici qui apparaissent quand tu pars vers la partie, vers les grandes parties imaginaires. Et donc à ce moment-là, tu sais que la somme converge. Ok. Mais en un sens, les travaux de Faure et de Tsuji montrent que le dessin, le schéma qui vient du cas SL de R est significatif. On retrouve la même chose dans le cadre général, même en courbure variable, avec des petites erreurs, mais qui sont contrôlables si les fonctions sont assez gentilles. Donc l'intuition qui vient du cas de SL de R et des surfaces de courbure constante est vraiment la bonne intuition. Donc je passe à ma partie grand 2 sur le flot géodésique. Pas forcément en courbure constante, je vais autoriser la courbure variable. Pas forcément les surfaces, j'ai le droit d'être en dimension plus grande. Et pas forcément compact. Mais à part ça, c'est quand même le même genre de choses. Donc M, ça va être une variété riemannienne de courbure qui sera partout plus petite que moins A2 strictement négative. Donc, courbure négative uniformément même quand je m'approche près de l'infini. Plus près de l'infini des conditions d'uniformité, que les choses n'oscillent pas trop vite et que je vais totalement passer sous silence. Et à ce moment-là, je regarde le flot géodésique sur le fibré unitaire tangent à ma variété. Et ça, c'est un flot uniformément hyperbolique. Il y a la direction du flot, et puis une direction dilatée, une direction contractée. Et comme ma courbure est bornée loin de zéro, toutes ces choses-là sont totalement uniformes. Le fait d'avoir une variété non compacte ne pose pas de problème. Et je voudrais vous parler de la complexité d'un flot comme ça. La complexité, on peut la lire de différentes manières. Je vais la lire avec une observable, une fonction f, le théorème dans R lisse qu'on appelle un potentiel. Et donc, quand on a un potentiel comme ça, il y a au moins 3 manières assez naturelles de mesurer la complexité du système. Et je vais l'écrire dans une définition de théorème. Et le théorème, ça va être que ces 3 manières naturelles de mesurer la complexité donnent en fait la même valeur. Les 3 quantités qui suivent coïncident. La première manière de regarder la complexité du système du point de vue de ce potentiel f, c'est de faire de la théorie ergodique, de regarder des mesures invariantes par le système et de chercher une mesure invariante qui est la complexité la plus grande possible.
dans ce contexte-là, la complexité, c'est une notion bien connue du Kolmogorov qui s'appelle l'entropie de Kolmogorov-Sinai. Et donc, je vais regarder, pour une certaine mesure invariante mu, je vais regarder l'entropie du flot, mais je veux aussi faire apparaître le potentiel. Donc, je vais plutôt essayer de regarder des mesures qui chargent beaucoup les endroits où le potentiel est grand. Et donc, une manière de faire ça, c'est d'ajouter l'intégrale du potentiel. Et je vais essayer de maximiser ça sur toutes les mesures invariantes. Mesure de proba, à chaque fois. Mesure de proba invariante, tout à fait. Voilà, ça c'est une manière de mesurer la complexité du système du point de vue de f. Et voilà. Une deuxième manière de regarder la complexité du système, c'est de compter le nombre d'orbites périodiques. On se dit que plus un système est compliqué, et plus il va avoir d'orbites périodiques, parce que ça va partir dans tous les sens. Et donc, ça va être beaucoup plus facile de refermer plein d'orbites si on a plus de chaos. Donc, on va regarder le nombre d'orbites périodiques. Le nombre d'orbites périodiques du flot, qui sont de longueur au plus un certain grand T. Puis je vais regarder l'asymptotique de cette chose-là quand T tend vers l'infini. Alors là, il y a un gag, c'est que comme je suis sur une variété non compacte, un exemple à avoir en tête, c'est vous prenez comme quelque chose comme ça, je ne vais pas réussir à dessiner parce que voilà, si, voilà. Vous prenez votre surface compacte favorite, vous faites un Z revêtement. Une surface comme ça a plein de géodésiques fermées de longueur inférieure à 3. Donc ma somme ici va être infinie très vite. Donc si je veux avoir une somme finie, il ne faut pas que je les regarde toutes, je vais me restreindre aux orbites qui repassent par un compact donné. Je me fixe un compact, je vais juste regarder les orbites périodiques qui rencontrent un compact fixé. D'accord ? Et cette orbite, je pourrais les compter, mais je veux les compter du point de vue du potentiel. Et pour ça, je vais donner plus de poids aux orbites où l'intégrale de f le long de cette orbite est grand. Donc une manière de faire ça, c'est que je vais regarder l'exponentielle de l'intégrale le long de l'orbite de f. Cette somme-là, il faut s'attendre à ce que ça croisse exponentiellement vite. Parce que quand on est en courbure négative, des orbites périodiques de longueur plus petite que t, il y en a un nombre exponentiel. Donc je vais prendre 1 sur t log de cette chose-là. C'est pas très dur de voir que voilà, cette chose-là converge. Donc je vais prendre la lim sup pour éviter les gags. Voilà, je regarde le taux de croissance exponentielle du nombre d'orbites périodiques de longueur au plus t, compté en prenant en compte le potentiel. C'est une deuxième manière de considérer la complexité du système. C'est un autre nombre, il se trouve, qui va être égal au nombre qui vient de A. Et enfin, la troisième manière de faire que j'ai envie de regarder, c'est de penser à un point de vue totalement géométrique. M, c'est le quotient de son revêtement universel par un groupe de revêtement. Et donc, je peux regarder les éléments du groupe de revêtement qui bougent peu un point base. Et donc, je peux regarder la somme pour les éléments du groupe fondamental qui bougent peu à un point base, tel que, disons, la distance de O également est plus petite que T. Je voudrais les compter. Je vais les compter avec le potentiel, l'exponentielle de l'intégrale de O à gamma O de mon potentiel. Je vais regarder le taux de croissance exponentielle de cette chose-là, 1 sur T log. Je vais regarder la lim sup de cette chose-là. Encore une fois, c'est une limite, mais disons la lim sup. C'est une troisième manière de compter la complexité, mais d'un point de vue plus géométrique. C'est encore une fois la même chose que ce qui vient du point de vue ergodique ou du point de vue dynamique. Ergodique, dynamique ou géométrique vous donne le même nombre. Donc c'est vraiment la bonne manière de regarder la complexité du système.
Donc ça, c'est un théorème qui est classique et qui a mis du temps à apparaître sous cette forme-là, mais qui est vraiment classique. Alors, pardon, je me suis fixé un compact K. K fixé. Alors, il faut qu'il ne soit pas ridiculement petit. Disons, il faut que son intérieur rencontre une orbite périodique. À ce moment-là, ça ne dépend pas de K. Donc là, je suis vraiment en train de regarder la complexité du système, où que ce soit. Et comme je vous ai dit, dans les cas qui vont m'intéresser, il va y avoir l'infini qui va jouer un rôle particulier, et on va réussir à dire des choses intéressantes si l'infini est moins complexe. Pour l'instant, tu n'as pas mis du tout d'hypothèse sur M, mais tu t'intéresses que à des exemples où il existe des probes invariantes vers le flot géodésique. Alors, en fait, pour n'importe quel M, tu peux trouver un F pour lequel... ah non. Il existe, ok. M, je vais toujours supposer que c'est non élémentaire, donc tu as au moins 2 géodésiques fermés. Et là, c'est... Ouais. Donc des probes invariantes, il y en a. Voilà. Et en fait, il y en a énormément. Ok. Donc voilà une autre définition théorème qui est moins classique. Donc disons qu'on a fait ça avec Barbara Shapira et Samuel Papy. Les 3 quantités suivantes coïncident. Ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre les définitions qui sont ici, mais de les localiser près de l'infini. Et que ça me donne des nombres, et voir que ces nombres seront les 3 mêmes nombres, et à ce moment-là, j'aurais envie de dire que ça, c'est la complexité totale du système, et les nombres qu'on va avoir, ce sera la complexité à l'infini. Donc, quels vont être mes 3 nombres à l'infini? Première chose, je voudrais une définition ergodique en termes de mesure invariante. Donc, je vais regarder toutes les suites de mesures invariantes qui... Donc, je vais prendre une suite de mesures mu n. C'est des probas invariantes, dont la masse est concentrée de plus en plus près de l'infini. Autrement dit, si vous fixez un compact, je vais demander que mu n de k tende vers 0. Autrement dit, la suite de mesures mu n tend faiblement vers la mesure nulle. Et le sup, et pour ces choses-là, je vais regarder la ligne sup de l'entropie que j'ai là-bas. H mu n de... Pardon. Comment j'avais écrit? H mu n de G plus l'intégrale de f d mu n. Donc, je suis en train de regarder la même chose, la même notion de complexité par rapport à une mesure que là-bas, mais je demande que les mesures que je regarde, en fait, aient leur support tout près de l'infini. Donc d'abord, tu te donnes une suite, tu prends la ligne. Je veux avoir le sup... Et après, tu feras le sup sur toutes les suites. C'est ça. Autrement dit, tu cherches une suite de mesures qui part à l'infini et qui va maximiser l'entropie, et c'est cette quantité-là que tu vas regarder comme nombre A. Alors, on peut essayer de jouer aussi pour essayer de trouver un analogue de cette définition ici. On va compter les orbites périodiques, mais on va compter les orbites périodiques qui passent la plupart de leur temps près de l'infini. Donc il y a plein de manières techniquement d'écrire ça. Je vous en écris une. Je vais regarder la limite. Alors quand epsilon tend vers 0 et quand j'ai un compact K qui tend vers l'infini, qui tend vers l'espace entier, de la lim sup quand t tend vers l'infini, alors je vais regarder 1 sur t log, donc un taux de croissance, de la somme sur les orbites périodiques du flot de longueur O plus t qui rencontre K.
l'infinité, mais qui rencontrent K, mais pas trop longtemps. Je voudrais que la plupart de leur temps soit passé en dehors de K. Je voudrais que la longueur de K intergamma, le temps dans mon orbite périodique passé à l'intérieur de K, je voudrais qu'il soit tout petit, plus petit que epsilon fois T. Le epsilon, c'est un truc qui est voué à tendre vers 0 après. Donc, et là, je compte les orbites périodiques avec le poids F. D'accord ? La somme que vous voyez ici, c'est une sous-somme de la somme qui est là-bas. Je dis, ok, j'ai toutes ces orbites périodiques, je ne garde que celles qui passent la plupart de leur temps en dehors de grand K. Je regarde le taux de croissance exponentielle de ces choses-là quand t tend vers l'infini. Ça, c'est à epsilon et k fixés. Et ensuite, je fais tendre epsilon vers 0 et k recouvre l'espace entier. Moralement, je regarde le taux de croissance du nombre d'orbites périodiques qui restent près de l'infini. C'est un nombre, il se trouve que c'est le même que dans A. Et enfin, donc ça c'était ergodique, ça c'était dynamique, et maintenant si on veut quelque chose de géométrique, je vous écris un analogue de la formule de là-bas, je vais regarder la limite quand j'ai un gros compact K de la ligne sup quand t tend vers l'infini d'un taux de croissance, donc 1 sur t log de la somme pour les éléments du groupe fondamental. Alors je suis désolé, c'était très moche là ce que j'ai fait, j'ai une collision de notation, là j'avais des orbites périodiques que j'appelais gamma, et là c'était des éléments du groupe fondamental, donc il y a un rapport direct entre les deux, mais c'est quand même pas très bien que j'ai utilisé la même lettre. Et le pire, c'est que je ne m'amende pas, je continue. Donc somme pour les éléments du groupe fondamental qui déplacent le point O d'O plus grand T. Et je voudrais dire que... donc j'ai regardé l'exponentielle de l'intégrale de O gamma O de F. J'ai demandé qu'au revêtement universel, le chemin qui va de O à gamma O reste proche de l'infini quand je le regarde dans la variété en bas. Et donc en fait, je vais demander que O gamma O, le chemin, donc la géodésique de O à gamma O, ne rencontre le compact que je m'étais fixé que près du début et de la fin. Il faut préciser ce que ça veut dire, ça ne pose pas de difficulté particulière. Et voilà, vous êtes en revêtement universel, vous avez O, vous avez gamma O, et puis vous avez votre compact, et puis il a plein de relevés partout. Et vous n'autorisez pas un chemin comme ça. Ça ne va pas apparaître dans la somme ici. Les seuls qui vont apparaître, c'est ceux où il n'y a pas d'autres copies de votre compact sur le chemin au milieu. Donc vous regardez le taux de croissance de ce nombre d'éléments du groupe fondamental. C'est un certain nombre. Et il se trouve que c'est encore le même nombre que les deux autres. Et là, ton cas avec une flèche qui va vers le haut, l'infini, c'est une suite croissante de compacts ? C'est ça. Pour K, disons que je vais prendre des boules de plus en plus grosses. Et plus tu prends des grosses boules, et plus cette chose-là va avoir tendance à décroître. C'est pas totalement évident, mais c'est vrai. Et de la même manière, plus epsilon est petit, et plus cette chose-là va décroître aussi. C'est pour ça que c'est une limite. Donc voilà, vous avez ces trois manières de regarder la complexité près de l'infini. Ça vous donne le même nombre. Et j'ai envie de l'appeler la complexité de F à l'infini. Alors que ici, cette chose-là, j'ai envie d'appeler ça la complexité de F ou la pression de F. Voilà. Donc il me reste juste le temps de vous énoncer un théorème. D'abord une définition, et puis après un théorème. Donc là, on est dans un contexte extrêmement général, on n'a rien dit de spécial. Il se pourrait que la complexité à l'infini, ça soit la même que la complexité dans un compact. Sur un exemple comme ça, on revoit le même dessin partout, donc la complexité à l'infini va être la même que la complexité à l'intérieur d'un compact. Donc on ne va pas pouvoir dire grand-chose d'un point de vue statistique. D'un point de vue statistique, pour ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut que l'infini soit négligeable, en un sens.
Donc il va y avoir plein d'exemples où l'infini va être négligeable, et c'est ça les variétés qui vont m'intéresser. Donc voilà une définition. Je vais dire que le flot GT est fortement positivement récurrent pour le potentiel F si la complexité à l'infini est strictement plus petite que la complexité à l'intérieur d'un compact. Et donc d'un point de vue statistique, il faut vous dire que, par exemple, si vous regardez les orbites périodiques, ça vous dit que celles qui sont proches de l'infini, il y en a exponentiellement moins que celles qui restent à l'intérieur d'un compact. Tout ça avec suffisamment de guillemets, mais... Et donc, la complexité d'un système comme ça, elle vient d'un compact. Et donc on s'attend à ce que ça satisfasse le même genre de propriétés que les flots géodésiques sur les variétés compactes. Au moins jusqu'à ce qu'on ait atteint le degré de précision où là on peut plus se débarrasser de l'infini, où il joue un rôle important. Et donc pour cette classe de variétés, il y a plein de résultats qu'on connaissait originellement juste pour les variétés compactes qui s'étendent. Et la question dont je veux vous parler aujourd'hui, dont je suis en train de vous parler, c'est quid des résonances de Ruel? Est-ce qu'on va pouvoir démontrer quelque chose? Et la réponse est oui. Voilà le théorème qu'on a démontré dans ce contexte-là avec Barbara et Samuel. On suppose qu'on est dans ce contexte fortement petitement récurrent. Donc la complexité à l'infini est strictement plus petite que la complexité dans un compact. Alors le flot admet des résonances de Ruel. Et la précision va dépendre de l'écart entre ces deux choses-là. Plus le delta F infini est ridiculement petit par rapport à la pression totale, et plus les choses vont bien se passer. Et donc la précision qu'on va obtenir, jusqu'à une précision, la précision qu'on va obtenir, c'est exactement la différence entre ces deux pressions dans un compact et à l'infini, donc moins delta F moins delta F infini. L'idée, c'est voilà, vous avez 0, et puis vous avez delta F moins delta F moins delta F infini. Et si vous regardez des paramètres spectraux qui sont un peu à gauche de 0, mais pas trop, l'infini n'a pas encore le temps de jouer un rôle. Et donc seul ce qui se passe dans la partie compacte est pertinent, et donc on va avoir les mêmes résultats que sur une variété compacte, donc un spectre de Ruel discret. Et donc tant qu'on est là, c'est bon. Et par contre, quand on arrive là, on a atteint la complexité de l'infini, donc il y a toutes les fonctions propres qui viennent de l'infini qui vont commencer à apparaître. Et comme l'infini, lui, il n'est pas du tout compact, donc il a plein de fonctions propres de tous les côtés, et donc on s'attend ici à voir absolument n'importe quoi. Donc je pense qu'en un sens, ce théorème est optimal, on ne peut pas espérer aller plus loin que ça, au moins sur certains exemples. Et je vous dessine juste un exemple de variété positivement récurrente. Voilà une manière de former une surface hyperbolique. Vous prenez un pantalon qui a 3 géodésiques de bord qui sont de même longueur. Puis là, vous recommencez, vous remettez un pantalon, pareil. Puis après, vous recommencez encore, etc., etc. Donc en fait, là, je suis en train de vous construire un arbre. Une surface hyperbolique qui ressemble à un arbre. Là, tout est totalement homogène. Le pantalon que vous voyez ici, c'est le même que celui que vous voyez ici, et donc toute la dynamique que vous voyez dans un compact, vous la voyez arbitrairement proche de l'infini. Donc pour ce dessin-là, la complexité à l'infini, c'est la même que la complexité dans un compact.
le théorème là-bas ne va pas s'appliquer à cet exemple-là. Et maintenant, on va commencer à transformer un petit peu cette surface en pinçant juste les géodésiques de bord du pantalon central. Je ne touche pas à toutes les autres, mais je pince ici. Alors je vais avoir du mal à faire le dessin, parce qu'il faudrait que ce soit plus long, mais voilà. Disons, je pince là. Donc, à l'extérieur, ici, ça reste pareil, avec des bords qui ont des composantes de bords qui ont une longueur constante. Et ici, je deviens tout petit. Quand je deviens tout petit, ici, on a envie de dire que asymptotiquement, le morceau au centre, si je pince complètement, on va avoir une surface avec des cusps. Une surface avec des cusps, c'est une surface de volume fini, elle a une complexité 1. À la limite au centre, la complexité, elle est égale à 1. C'est le cas pour une surface de volume fini. Et donc si je suis très proche, donc si j'ai beaucoup pincé, mais si je n'ai pas fini de pincer, donc avant, je vais avoir une complexité très proche de 1. Si la longueur des courbes ici est très courte, juste les trajectoires qui restent à l'intérieur de ce pantalon au centre vont avoir une complexité 1 - epsilon. En revanche, ce qui se passe à l'extérieur, du point de vue de la complexité à l'infini, que j'ai fait ma perturbation ou pas, ça ne change pas ma surface en dehors d'un compact, donc ça ne change pas la complexité à l'infini. Et la complexité à l'infini de la surface, au départ, elle était strictement plus petite que 1. Parce que c'est un arbre, donc c'est pas moyennable, donc il y a des résultats généraux qui vous garantissent que la complexité à l'infini au début, elle était strictement plus petite que 1. Je fais la perturbation, le pincement, je ne change pas la complexité à l'infini. Donc elle reste constante, delta f à l'infini reste constant, alors que delta f tend vers 1 quand je pince beaucoup. Donc il y a un moment où le delta f sera devenu strictement plus grand que le delta f infini. Et donc je suis dans le contexte de ce théorème. Et donc sur cette surface, sur laquelle vous n'avez aucun espoir de dire quoi que ce soit d'explicite, parce qu'elle est juste trop compliquée, sur cette surface, vous avez des résonances de Ruel. Alors il y a juste un truc que je n'ai pas dit, vous auriez pu râler éventuellement, c'est que je ne vous ai pas dit pour quelle mesure. Et il se trouve que quand on est dans un contexte comme ça, il y a une seule bonne mesure invariante associée à ce potentiel f qui s'appelle la mesure de Gibbs. Et donc là, ça admet des résonances de Ruel pour la mesure de Gibbs. Mu f associé à f. Et dans ce contexte-là, où le f que j'ai pris, c'était, disons que je prends f égale 0, j'aurais pu prendre n'importe quoi de périodique, mais disons que je prends f égale 0, et bien à la fin, la mesure de Gibbs correspondante, elle s'appelle la mesure d'entropie maximale, et donc la mesure d'entropie maximale sur cette surface d'une complexité terrible a quand même des propriétés statistiques tout à fait sympathiques, d'après le théorème ici, et je vais m'arrêter là. Je vous remercie.